Petit épisode du journal DeFi aujourd'hui. Il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé depuis la dernière fois, mais j'avais un truc à faire sur le portefeuille et c'est un peu dans la continuité de la dernière vidéo qui est sortie. Si jamais vous êtes passé à côté, n'hésitez pas à aller la voir après. C'est une vidéo où je parle de comment faire son épargne sur la DeFi. C'est un sujet dont on n'entend pas parler et qui peut être intéressant. Et justement, pourquoi je cite cette vidéo, pourquoi je suis dans la continuité de ça? Eh bien parce que je vais enfin faire le deuil des tokens mod qui étaient sur mon portefeuille. Je sais plus combien j'avais mis exactement sur le token mode, je crois que j'avais mis quelque chose comme 300 $. Ah, c'était vraiment pas un bon investissement. En plus, ça fait littéralement des mois que je me dis que je dois vendre mes tokens mode, que je veux m'en débarrasser et je sais pas pourquoi. Ça m'arrive de temps en temps, des fois j'ai la flemme de faire un truc, et là j'aurais pas dû, hein. Vraiment j'aurais pas dû, puisque depuis que j'en parle, la valeur du token mode a facile été divisée par 4, donc j'aurais pu littéralement récupérer 4 fois plus de stablecoin là-dessus. Bon, c'est pas grave, j'ai vraiment plus aucune conviction envers le token mode, donc je vais en profiter, je vais aller les vendre, et je vais épargner ça. Voilà, tout bêtement, je vais les rajouter sur mon portefeuille d'épargne, donc d'abord je vais les swapper en USDC, ce sera plus simple. Voilà, c'est fait, et maintenant que j'ai mes USDC, je vais les bridger vers Optimism, parce que j'ai déjà un petit peu de crypto sur Base et sur Arbitrum, je me dis que ça peut être bien pour me diversifier d'aller un peu sur Optimism, pourquoi pas. Alors, je vais essayer de récupérer des USDC normaux, on va dire, et tant qu'à faire, je vais utiliser Jumper pour faire ça, je vais les envoyer directement vers mon adresse d'épargne, donc terminé, confirmé. D'ailleurs, pour les petits curieux d'entre vous, vous retrouverez l'adresse que j'utilise sur le portefeuille de la chaîne YouTube ainsi que l'adresse d'épargne aussi dans la description si vous avez envie de garder un œil dessus, sait-on jamais. Alors, qu'est-ce que j'ai comme bridge pour passer de mode à Optimism? On a Relais qui est vraiment pas terrible pour cette route là. Relais c'est bien, mais il y a quand même certaines routes sur lesquelles c'est un peu pourri, hein, on va pas se le cacher. Par contre Across c'est pas si mal, il va me prendre 6 centimes de frais. Bon, je suis pas à 6 centimes près clairement. Oui, je sais qu'il n'y a pas d'activité sur Optimism sur ce portefeuille, mais c'est pas très grave. J'ai même pas d'Ethereum sur Optimism sur le portefeuille d'épargne, mais je vais vous montrer comment je vais faire pour quand même passer des transactions sans avoir d'Ether sur Optimism. Il y a une petite fonctionnalité dont j'ai déjà parlé plusieurs fois et qui est vraiment pratique pour un portefeuille d'épargne, je pense. Avant de déposer mes USDC sur AAV, je fais vite fait un petit point sur ma vente sur mon tableur. Donc j'ai noté ma vente de token mode, j'ai assumé aussi ma perte et c'est encore pire que ce que je pensais, j'avais mis quasiment 400 $ sur le token mode. C'était clairement une grosse erreur d'avoir misé dessus. En plus, je m'y étais repris plusieurs fois, j'avais oublié quand même que j'avais fait 3 achats du token mode. Je pensais que j'avais juste mis une bille comme ça dessus, comme quoi, hein, y a des choses qu'on oublie facilement de temps en temps. Ah bon, c'est la vie. C'était un mauvais choix mode et je vois qu'il y a un autre mauvais choix en dessous, Navix, mais une mauvaise nouvelle à la fois, hein, par épisode. Navix, je m'en occuperai dans le prochain journal DeFi, je sais pas encore ce que je vais en faire, je sais que je vais vendre mes tokens Navix, mais ensuite, est-ce que je récupère des stablecoins, est-ce que j'investis sur un token? Je sais pas encore, je me laisse un petit peu de temps pour le token Navix. Pour les tokens mode, vu que ça valait pas tant que ça, je me suis dit que c'était parfait pour l'épargne. En plus ça tombe bien, j'ai 68 USDC que j'ai récupéré grâce à ces tokens mode, mais j'ai aussi un petit peu d'USDC que j'avais sur Base, que j'avais récupéré avec l'airdrop de Kaito. Donc je vais en profiter, je vais aussi bridger ces USDC sur Optimism, et je vais faire la même technique, hein, sur Jumper, je vais les envoyer directement à mon adresse d'épargne. D'ailleurs j'ai pris trop de temps pour envoyer ma transaction sur Jumper, donc il va falloir que je la recommence. Oh, c'est bizarre ça, j'arrive pas à passer ma transaction, je vais essayer d'aller directement sur Across et pas passer par Jumper. Ça me plaît pas trop ce qui est en train de se passer. Sur Across en plus j'ai la même fonctionnalité, je peux envoyer directement sur un autre portefeuille, ça va être bien pratique ça pour que j'envoie sur mon portefeuille d'épargne. Mes USDC ils sont sur mode, ah bah il me dit que j'ai 0 USDC sur mode. Ah c'est bon, là j'ai l'USDC sur mode, j'essaye de l'envoyer sur Optimism. Donc je vais pas l'envoyer à ma propre adresse, je vais l'envoyer sur l'autre adresse de la chaîne YouTube maintenant, l'adresse d'épargne. Donc là je vais devoir réapprouver mes USDC, bon c'est pas très grave, de toute façon sur mode les frais sont pas très chers et j'ai un petit peu d'Ether là-bas. Et là je peux bien bridger mes USDC, ok, ça a l'air de marcher, j'ai pas l'air d'avoir de problème cette fois-ci. Bon, ça venait peut-être de Jumper, mais je suis pas rancunier pour autant, je vais retourner sur Jumper. J'ai dit que j'allais aussi bridger mes quelques USDC de la blockchain Base vers Optimism. Alors j'aurais très bien pu bêtement les laisser, hein, sur la blockchain Base et les transférer à mon autre portefeuille, mais j'en profite pour faire une petite transaction, une petite interaction avec Jumper, et comme c'est pas une énorme quantité d'USDC, bah je vais pas être bouffé par les frais de transaction. Je vais perdre 1 centime d'USDC sur la manœuvre, je vais choisir Relais, tiens, pour le coup.
J'oublie pas d'envoyer au portefeuille d'épargne. Et bah là j'ai plus qu'à approuver, envoyer mes USDC, et c'est bon. Une fois qu'ils seront tous sur mon portefeuille d'épargne, j'irai les déposer sur AAV. Ah, j'ai fait une petite bêtise sur Jumper, j'ai pas fait attention à ça, enfin une bêtise, c'est pas nécessairement une bêtise, mais j'ai une miette d'Ethereum sur Optimism, je l'ai reçu parce que Jumper a un petit outil qui permet de récupérer un peu de gaz si jamais on n'en a pas sur une blockchain. Il a dû voir qu'il n'y en avait pas, qu'il n'y avait pas d'Ethereum sur ce portefeuille là, donc il a dû activer l'outil sans me demander mon avis. Bon, c'est pas très grave, hein. J'ai 2 centimes d'Ethereum, ça peut toujours servir, mais j'en avais même pas besoin, puisque sur le wallet Rabby, on a une fonctionnalité qui s'appelle, j'ai oublié comment elle s'appelle, attendez, je vais tricher, ça s'appelle le Gas Account, et on peut déposer des stablecoins dessus, et ça permet de payer les frais de transaction sur n'importe quelle blockchain. Alors évidemment, ça va revenir un petit peu plus cher en faisant ça, puisqu'on va déclencher plusieurs transactions, quand on va vouloir en passer une. Pourquoi plusieurs transactions? Eh bien parce qu'on va actionner un smart contract qui va nous envoyer une petite quantité d'Ethereum ou une autre crypto, ça va dépendre de sur quelle blockchain on est, pour payer les frais, et ensuite on va déclencher la transaction qu'on veut faire. Donc typiquement moi je vais déposer des USDC sur AAV, et c'est pour ça que ça revient un peu plus cher en utilisant la fonctionnalité de Rabby, c'est parce qu'on va faire entre guillemets plusieurs transactions en une. Mais évidemment s'il y a du surplus, si on a reçu un peu trop d'Ether que nécessaire, on va le garder sur l'adresse, il n'y a pas de frais cachés ou quoi que ce soit, et de toute façon sur des blockchains où les transactions coûtent moins d'1 centime, bah ça va pas faire une différence hein, si vous payez même 10% de plus sur votre transaction. Ou alors il va falloir faire des milliers de transactions pour que ça ait une différence significative. Mais j'ai pas besoin de faire un millier de transactions sur mon adresse d'épargne. Donc ça me va très bien, cette fonctionnalité, cette option de Gas Account, c'est vachement pratique. Que ce soit pour une épargne, que ce soit pour aller faire des carabistouilles sur une blockchain que vous venez de découvrir et qui est supportée par Rabby. Vraiment, cette fonctionnalité est craquée. Et le plus craqué, c'est que tous les wallets que j'ai connectés sur mon Rabby, eh ben je peux utiliser le même Gas Account pour tous ces wallets. Voilà, je peux mettre avec mon wallet de base 20$ comme ça sur le Gas Account, et je peux faire des transactions sur n'importe quel portefeuille qui sera connecté à mon Rabby. C'est peut-être un détail, mais quand vous avez l'habitude d'utiliser la DeFi, ça change un petit peu la vie, ce genre de fonctionnalité. Parce que vous vous rendez compte que mince, il vous manque un petit peu d'Ether ici, un petit peu d'Ether par là, ça peut vous dépanner, c'est vraiment pratique. Bref, j'approuve, je dépose mes USDC, là j'ai un petit peu d'Ether sur mon portefeuille, donc je peux passer la transaction normalement, mais je peux activer cette petite option, vous voyez, avec le Gas Account. Ça me revient un peu plus cher, là sur Optimism ça fait quand même une petite différence, ça me revient à peu près 2 fois plus cher. Ça va dépendre des transactions, ça va dépendre des blockchains, ça va dépendre aussi s'il y a de l'activité ou pas sur une blockchain, mais globalement ça marche plutôt bien, et dans l'exemple d'une adresse d'épargne, bah, j'ai pas besoin de faire 10 000 transactions, donc ça me va de payer un petit peu plus cher pour une transaction. Bref, je dépose maintenant mes USDC et je vais faire exactement la même chose, hein. Je vais encore utiliser le Gas Account. A priori j'avais pile assez quasiment pour passer ma transaction, mais bon, je préfère utiliser le Gas Account, et voilà, mes USDC sont déposés, je vais rajouter ça sur mon tableur, et on va s'attarder un petit peu sur le tableur. Vous le voyez ici, j'ai commencé à faire un historique de cette épargne. J'en avais parlé dans la vidéo sur l'épargne justement, je me suis dit que c'était bien de faire un portefeuille, de faire un exemple, de faire une grosse vidéo d'1 heure aussi pour vous donner un peu toutes les bases sur le sujet, mais est-ce que c'est pas encore mieux d'avoir un exemple qui vit dans le temps, qui va vous montrer éventuellement la magie des intérêts composés que j'avais vendu un petit peu dans la vidéo, ou peut-être que ça va montrer justement que c'est pas si fou que ça. Ce sera l'occasion de mettre un petit peu la théorie en pratique, parce que c'est bien de faire des vidéos théorie, de parler d'un sujet, mais c'est encore mieux de le mettre à l'épreuve. Et sur le premier mois de l'épargne, je suis pas très surpris, le rendement moyen était de 6% APR. Alors pour vous donner un petit peu de contexte, j'avais déposé des stablecoins sur 4 protocoles différents, donc il y avait le protocole Angle sur Arbitrum, il me semble que le rendement est resté autour de 6% depuis un mois. On a Compound sur Base, le rendement était quand même plutôt bas, hein. Comme sur AAV d'ailleurs, les deux protocoles de lending, je pense qu'au mieux ça devait être autour de 5% de rendement, et la plupart du temps c'était un peu en dessous. Et Spark du côté de Base, eh ben le rendement est descendu il y a pas longtemps à 6% et demi. Mais quand j'avais déposé sur tous ces protocoles, il y avait des rendements qui étaient beaucoup plus sexy, hein. Je crois que sur Spark et sur Angle on était au-dessus de 10%, sur AAV Compound on devait être aussi dans ces eaux-là ou pas très loin. Et ben au final, hein, je suis pas du tout à 10% d'intérêt sur ce mois-là. Donc c'est un bon rappel aussi. Les rendements sur la DeFi sont très volatiles. Voilà, au début du mois de février, j'aurais pu me dire que c'est super, je vais avoir 10% d'intérêt sur le mois de février, mais pas du tout.
en moyenne, au global, j'ai eu 6% d'intérêt, ce qui est pas si mauvais. Pour une épargne, ça se prend, ça se défend bien. Je pense qu'il y a des mois où ça va descendre plus bas encore. Pour l'instant, le mois de mars, c'est pas si bien parti. Et en plus, il y a quelques intérêts que j'ai pas comptabilisés là-dedans. Sur Compound, j'ai quelques centimes de token Compound à récupérer. Je les récupérerai plus tard quand ça vaudra peut-être 1 dollar ou quelque chose. Pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt d'aller les réinvestir. On a fini de parler du sujet épargne. On reviendra dessus dans un prochain épisode du journal DeFi, je pense. Parce que quand je vais vendre mes tokens Navix, il y a des chances que j'en mette une petite partie sur cette épargne. En attendant, je vais aller un petit peu sur Berachain, parce que dans le dernier épisode du journal DeFi, j'avais mis en place une stratégie un peu dégène, quand même. Quand on voit à quel pourcentage d'intérêt j'emprunte des tokens Bera, on peut dire que c'est une stratégie dégène, mais c'est une stratégie qui paye plutôt bien. Est-ce que je vous fais l'affront de revenir entièrement sur cette stratégie ? Allez, pourquoi pas. Donc le principe est simple, c'est une stratégie à base de prêt et d'emprunt. D'ailleurs, je suis pas connecté sur le bon portefeuille, il faut que je me remette sur la Ledger. Donc c'est une stratégie de prêt et d'emprunt, je dépose de l'Ether sur Dolomite. Par-dessus ça, j'emprunte des tokens Bera que je vais aller déposer sur une pool de liquidité avec de l'Ether qui était resté dans mon portefeuille. J'ai pas mis toute ma quantité d'Ether sur Dolomite, j'en ai gardé une partie dans mon portefeuille et j'ai emprunté du coup l'équivalent en token Bera pour aller farmer cette pool de liquidité qui a un rendement merveilleux, 112% APR, c'est assez croustillant, alors que j'emprunte mes tokens Bera à 57% d'intérêt. J'avoue que ça pique un petit peu, ça fait mal d'avoir un 57% APR sur de l'emprunt, mais quand on va les déposer sur une pool à 112% avec de l'Ether en plus, c'est pas si mal. Alors cette stratégie elle est pas sans risque, il y en a un petit peu partout, je peux me faire liquider sur mon emprunt, d'ailleurs mon X-Factor il est bien redescendu, 1,37, j'avoue que je suis pas super serein non plus par rapport à cette position. Le mieux à faire ce serait de retirer une petite partie de ma position ici sur la pool de liquidité et de rembourser un peu mon emprunt pour me sécuriser. Je vais la jouer un peu dégène, je vais pas rembourser mon emprunt tout de suite, enfin pas avec ma position. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mes intérêts sur Infrared et je vais convertir ces intérêts en token Bera et je vais rembourser un petit peu mon emprunt progressivement. Ça va me permettre d'avoir un X-Factor un petit peu plus élevé, donc de repousser un petit peu la barrière de la liquidation. Même si ça va pas être dingue de chez dingue, c'est toujours ça de prix. Alors, j'ai mes tokens IBGT, je vais aller sur KyberSwap pour les échanger. Est-ce que je les ai déjà importés? Ouais, parfait, je les ai déjà importés. Et pour ceux qui se posent la question, pourquoi je farm sur Infrared et pas sur Bera Hub directement? Et ben parce que sur Infrared, je farm des IBGT, alors que sur Bera Hub, on farm des tokens BGT tout court. Et les IBGT, je sais pas trop pourquoi, mais ils valent plus cher. Voilà, ils ont une valeur plus élevée. Comme je l'avais dit quand j'ai posé cette stratégie, je m'attends à ce que ça tende de plus en plus vers du 1 pour 1. Je crois que le ratio c'était 1,5. Un token IBGT, ça valait 1,5 token BGT. Là, on est sur du 1,2. Ça a déjà baissé depuis ma vidéo et je pense que ça va tendre petit à petit vers 1, voire même en dessous. Pour l'instant, j'en profite. Ça vaut toujours plus que un token Bera, donc c'est pas plus mal. Et j'avais aussi farmé un petit peu de BGT, parce qu'au début, j'avais pas tout de suite été sur Infrared. J'étais pas au courant qu'il y avait ce IBGT qui valait un peu plus cher. Donc j'avais farmé un petit peu de BGT normal, on va dire. Bon, je pense que je peux pas le swapper directement sur KyberSwap. Je vais aller sur Bera Hub directement, puisque c'est ici qu'on peut venir échanger des tokens BGT contre des tokens Bera. Il n'y a pas de temps d'attente. Ça peut se faire vraiment n'importe quand, ça c'est plutôt pratique. Et à présent, je peux revenir sur Dolomite, je vais déposer quasiment tous les tokens Bera que j'ai dans mon portefeuille. Vu que les frais sont très très faibles sur Berachain, je serai pas embêté à garder une toute petite fraction de tokens Bera dans mon portefeuille. Là, je vais en déposer 4,2, alors que j'en ai 4,21 dans mon portefeuille. Ça me suffira largement, là, le centime de token Bera, ça me suffira pour payer mes frais de transaction. C'est un avantage aussi sur Berachain, les frais sont très très faibles. Il n'y a pas 10 000 stratégies à farmer sur Berachain, et la stratégie que j'ai actuellement, elle est impossible à ouvrir maintenant. Il y a trop d'emprunts sur le token Bera, ça atteint le maximum d'emprunts, donc pour l'instant on peut plus faire cette stratégie. Du coup j'ai eu de la chance, j'ai pu me positionner dessus à temps, et là ça va bien remonter mon X-Factor, j'ai remonté de 1,37 à 1,45, et ça me fait penser que j'ai oublié de mentionner un risque, parce que j'avais parlé du risque de me faire liquider sur cette position. Voilà, si le token Bera augmente plus que le token Ether, je peux me faire liquider, il y a un risque de ce côté-là, mais il y a aussi un risque d'impermanent loss, parce que je vais déposer des tokens Bera, de l'Ether dans une pool de liquidité, ça peut se déséquilibrer, ça peut créer des impermanent loss, mais vu que le rendement est super élevé, que jusqu'ici il n'y a pas eu non plus un écart de fou furieux entre le prix du Bera et le prix de l'Ether, j'ai pas généré
tant de pertes que ça. Je l'ai pas calculé, mais je sais que j'en ai pas généré tant que ça. Et vu que c'est pas une pool de liquidité concentrée, le risque est aussi un petit peu amoindri sur l'impermanent loss. Donc ça va, je suis plutôt à l'aise avec ça, je pense pas avoir de gros problèmes sur l'impermanent loss. Par contre, ce Health Factor va falloir que je le surveille, il est un peu bas. Honnêtement, je pourrais le remonter un petit peu, mais j'ai pas envie de m'embêter avec ça, voilà, je la joue un petit peu dégène sur le coup, je vois pas trop le token Bera s'apprécier de plus 50% non plus. Donc je vais laisser couler, et c'est le seul truc que j'avais à changer sur le portefeuille. Depuis le dernier épisode, il y a des trucs quand même qui ont bougé, et on va passer dessus vite fait. Donc j'avais une position en delta neutre sur Hyperliquid, j'avais fait une petite bêtise d'ailleurs de ce côté-là, j'avais staké les tokens hype, et j'ai dû attendre une semaine pour les récupérer. Bon bah sans surprise, hein, il n'y a pas eu tant de volatilité que ça du côté du token hype, je me suis pas fait liquider, donc j'ai pu clôturer ma position sans problème, et j'ai fait quand même pas mal de profit hein, sur cette stratégie en delta neutre, vu que je suis passé de 2429 USDC à 2478 à peu près. Donc si je me suis pas trompé sur les dates, si j'ai bien tout pris en compte sur cette stratégie, normalement j'ai eu 18% d'intérêt dessus. Là ça commençait à devenir vraiment pas intéressant de continuer de tenir ça sur Hyperliquid. Donc qu'est-ce que j'ai fait avec ces stablecoins? Eh bien je les ai déposés sur Echelon, sur la blockchain Aptos. J'avais dit aussi dans le dernier épisode que Echelon, ils avaient retiré les intérêts bonus sur l'Ether, que les protocoles de prêt et d'emprunt, ça me plaisait pas tant que ça en ce moment. Mais il s'est passé un truc, il y a le stablecoin d'Ethena qui a débarqué sur la blockchain Aptos, et il y a une pool de liquidité sur Tala Finance qui a un rendement plutôt sympathique, on est encore autour de 20% au moment où je fais la vidéo, et surtout, on peut déposer du SUSDE sur Echelon, et j'ai 27% d'intérêt dessus. C'est payé à 2/3 en token Aptos et 1/3 dans le yield natif, puisque le SUSDE c'est un stablecoin qui génère du rendement, et du coup j'ai déjà quelques récompenses sur Echelon. Alors j'ai pas 10$, enfin si j'ai 10$ à récupérer, mais j'avais oublié en quelque sorte 5$ sur la plateforme. Donc depuis que j'ai déposé mes stablecoins, j'ai généré 5-6$, et ça tombe bien que je sois payé en token Aptos. J'ai pas envie d'en vendre, ça me déplaît pas d'en accumuler un petit peu ces temps-ci, donc mes stablecoins ils sont partis pour rester un petit peu sur Aptos, et je vais essayer de générer le plus de rendement possible, parce qu'en ce moment je suis bien intéressé d'accumuler des tokens Aptos. J'en ai déjà un peu dans mon portefeuille, donc je me vois pas particulièrement en acheter. D'ailleurs je peux vous montrer ça hein, sur ma répartition, le token Aptos c'est à peu près, oh c'est pas tant que ça, c'est 3% de mon portefeuille. Je sais pas, j'aime bien l'écosystème Aptos, j'ai un feeling avec cet écosystème, je suis pas ultra bullish sur le token Aptos, mais je suis pas contre en avoir un petit peu dans mon portefeuille en ce moment, pas non plus une énorme portion. Si j'atteins genre 5%, ça pourrait être pas mal. D'ailleurs je vois que j'ai un petit peu trop d'USDC aussi, j'ai un petit surplus d'USDC. Bon, on verra comment je rééquilibre mon portefeuille dans le prochain épisode, ce sera vraiment le sujet du prochain épisode. Pour terminer la vidéo d'aujourd'hui, il y a encore un truc qui a changé. Alors c'est assez mineur, c'est pour ça que je le garde pour la fin, c'est pas le plus important, mais j'avais des USDF qui travaillaient sur Asterus, et ça m'embêtait un petit peu, puisque le yield, il était autour de 3-4%, je me rappelle plus exactement, mais il était très bas, et ça me dérangeait. Je me suis dit, ah, je sortirais bien du protocole, et il s'est passé un truc pile après mon épisode du journal DeFi. Il y a une pool qui a été lancée sur Pendle, et du coup on a un rendement qui est plutôt croustillant. Pour ma part j'ai pas été sur Pendle, j'étais sur Equilibria Finance, donc c'est un protocole qui vient par-dessus Pendle, qui va me permettre de farmer avec un boost. Alors le boost il est pas hyper intéressant, je vais récupérer un peu plus de tokens Pendle, mais c'est pas ça qui me tentait hein, sur cette pool de liquidité. Ce qui me tentait le plus, c'était de récupérer les intérêts en USDF. On peut voir que il y a 15% d'intérêt annualisé en USDF, et c'est du rendement organique, c'est pas du rendement payé ou quoi que ce soit. Je vais pas m'éterniser une fois de plus sur le mécanisme de Pendle, mais c'est grâce à un des mécanismes de Pendle qu'on peut avoir un yield aussi élevé. En plus de ça, comme je suis exposé à la pool de liquidité et pas au principal token ou au yield token, et ben j'ai un peu tous les bons côtés. Je farme le yield et je farme aussi des points autour du protocole Asterus. J'ai pas trop d'attente, honnêtement, sur ce protocole. J'avais juste un bon yield sur des stablecoins, 15% c'est pas dégueu, plus les petits bonus en token Pendle. Si par-dessus ça je peux avoir quelques points, je dis pas non. Je sais que Binance Labs a investi sur le projet Asterus, donc il y a des chances qu'ils aient leur listing Binance, que ça vaille un minimum quelque chose au listing, mais j'ai pas des attentes démesurées autour de tout ça. Si j'arrive à choper un airdrop à 10-20$, ce sera déjà pas mal, et il y a des chances que je le pose sur l'épargne, tant qu'à faire. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, on va clôturer
clôturer l'épisode du jour sur le portefeuille de la chaîne YouTube. J'avais commencé l'année avec un portefeuille à quasiment 15 000 $ de valorisation. Et là, force est de constater que l'année commence pas si bien. Je suis à 13 500 $, mais je suis toujours à l'aise avec ma répartition de portefeuille. Par contre, j'avoue qu'avec Ether, c'est quand même de plus en plus dur d'être bullish dessus. C'est pas que j'aime pas Ethereum, j'aime beaucoup l'écosystème EVM, mais le token Ether, j'ai de plus en plus de mal. Mais j'en garderai toujours un petit peu parce que je me sens pas de farmer sur la DeFi sans Ethereum, sans avoir la moindre miette d'Ethereum. Je sais pas, je trouve que c'est un peu cohérent d'en avoir dans son portefeuille quand on farm sur la DeFi. Bon, après, chacun son opinion sur la question. BTC, je suis toujours à l'aise avec ça, c'est pas lui qui va faire les meilleurs perfs, mais c'est pas lui qui fait les pires perfs non plus. On peut le voir au niveau de mes pertes et profits, le token mode, moins 83%, c'était monstrueux. Le token Navix, je suis à moins 60%. Ether, je suis à moins 21%. En réalité, je suis pas vraiment en perte sur Ethereum, c'est parce que j'ai rééquilibré le portefeuille en début d'année, donc j'ai racheté mes positions, mais de base, j'avais accumulé de l'Ether grâce à des airdrops. Donc j'ai plus ou moins eu mes Ethereum gratos, on va dire, vu que c'était via des airdrops, via des tokens que j'ai dumpé. Et ensuite, on a le BTC, la plus grosse position de mon portefeuille, vu que c'est carrément la moitié de mon portefeuille, moins 4% seulement. C'est bien, quand on a du BTC dans un portefeuille, on peut dormir sur ses deux oreilles, j'ai l'impression, et la grosse surprise aussi de ce wallet, c'est le token Silo. Je pense que c'est grâce à la hype qu'il y a eu sur Sonic que le token s'est apprécié, mais là j'ai l'impression qu'il commence à se faire rattraper par le marché, donc je me demande si je devrais pas prendre des profits aussi sur le token Silo. Ce sera vraiment le sujet du prochain épisode, ce sera la prise de profit slash la vente de token Navix, je sais pas comment j'appellerai l'épisode, je pense que je vais pas trop tarder, ça devrait sortir d'ici la semaine prochaine à mon avis, donc si vous ne voulez pas rater ça, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo pour me soutenir. Bon, c'est pas nécessaire, mais ça fait toujours plaisir. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!